C'est pas grave. Alors, bienvenue, Véronique. Véronique Bérard, art thérapeute. Mhm. Et puis, aujourd'hui, on va démythifier l'art-thérapie par rapport à l'oncologie, Mhm. parce que le balado porte sur l'oncologie et la façon de concilier les approches complémentaires avec la médecine conventionnelle. Alors, l'art-thérapie, tu me corriges si je me trompe, c'est une approche complémentaire en oncologie. Ben, pas nécessairement en oncologie en tant que telle, mais c'est une approche complémentaire dans les relations d'aide ou dans le soutien aux gens qui vivent des difficultés, en fait. L'art-thérapie, c'est ça, c'est une approche complémentaire en psychothérapie, si on peut dire, même si ici au Québec, il n'y a pas beaucoup d'art-thérapeutes qui font partie de l'ordre des psychothérapeutes, des psychologues. Donc, il y en a que oui, puis les autres peuvent pas dire qu'ils font de la psychothérapie. Ils sont pas habilités là, à le faire. Il y a comme un J'ai petit comme peu de un, flou, ouais, là. comme un petit flou, parce qu'en fait, on a été, il y a eu une révision là, autour de 2009-2012 où l'Ordre des psychologues ont comme ramassé là, les psychothérapeutes. Et puis, nous, on a été dans la gang qui ont pas été embarqués là, dans l'ordre, même si on a reconnu notre formation, qui est un niveau de maîtrise est solide, puis que c'est une formation qui nous, euh, qui nous habilite à faire de la psychothérapie, mais on peut quand même pas en faire. Fait qu'il y a des actes réservés à la psychothérapie, puis que je respecte complètement, parce qu'en fait, c'est pour la protection du public, puis je trouve ça important. C'est ça, parce Ouais. que on sait que quand on touche approche complémentaire, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de, on pourrait dire, de fraude ou de faux dans toutes les approches complémentaires Oui, c'est confondues, là, pas ça. juste la vôtre, là. Mais nous aussi, Euh, les arts thérapeutes, ce qui se passe en ce moment, ce qui est dommage, parce qu'on aurait aimé ça être inclus, parce que, ou avoir un ordre à nous, parce que là, notre profession n'est pas protégée, en fait. Notre titre n'est pas protégé. Donc, tu as des arts thérapeutes qui ont leur maîtrise, qui font partie de leurs associations professionnelles, par exemple. Puis, il y a plein d'autres professionnels qui n'ont pas ce diplôme-là, cette expérience-là, puis cette formation-là qui est quand même importante. Je peux expliquer pourquoi aussi. Mais qui peuvent dire qu'ils font de l'art-thérapie, puis ça, nous, ça nous choque un peu parce que ça ne protège pas le public, ça ne protège non, nous, pas on peut pas faire la distinction en quelqu'un entre qui est se bien prétend formé, c'est et ça. quelqu'un qui est bien formé comme toi, là. Fait Ça, que, fait que, c'est en ce ça. moment, c'est ça, il y a comme on est, ça fait plus qu'une décennie là, que les arts thérapeutes travaillent très fort là, pour faire reconnaître la profession, en fait. Parce que ça, il y a comme Il y a un flou. Puis ouais. l'autre chose aussi, parce que dans l'épisode précédent, comme tu l'as vu, j'ai eu Lorenza qui est en Suisse, qui est art thérapeute, et Mhm. elle nous expliquait que automatiquement, elle fait partie, elle travaille dans une clinique et elle travaille en collaboration avec les infirmières, avec les médecins. Elle a accès au dossier des patients. Mhm. Nous, on n'est pas rendu là ici là, non plus. Ça, c'est l'autre chose aussi qui aiderait le Ben, il public. y en a ici des art thérapeutes qui travaillent dans des équipes multidisciplinaires quand même, là, dans des cliniques privées. Il y en a au public aussi, un peu. Il y en a plus dans certaines régions que d'autres. Mais on commence à se faire connaître puis à que ce qu'on a à offrir comme approche complémentaire, justement, comment ça peut aider, comment c'est bénéfique. Fait qu'on on commence à être inclus dans des équipes multidisciplinaires. Moi, pour ma part, je travaille dans le communautaire principalement, puis ici à la Fondation, mais je travaille Oui, en... justement, une petite parenthèse, j'ai oublié de dire aux gens qui nous écoutent, qui nous écouteront en rattrapage, on est dans les locaux de la Fondation québécoise du cancer, le Centre régional de l'Estrie. Alors, qui nous mettent à notre disposition le local, qui sont très gentils.
Et oui, continue. Oui, fait J'avais que oublié c'est de dire ça. ça, Fait que remettre moi, à je jour ses travaille arts. aussi dans une équipe multidisciplinaire, si on peut dire, mais dans le communautaire, santé En mentale. santé mentale aussi, hein? Oui. Exactement. Fait Puis que, ici, c'est là que je t'ai connue en oncologie. oui, C'est ça. oui. C'est quoi la force de l'art-thérapie, justement? La force, la particularité de l'art-thérapie, je pourrais dire, ou sa force, c'est qu'on n'est pas totalement une thérapie verbale. On va utiliser, oui, on va utiliser l'aspect verbal ou l'aspect cognitif, si on veut, mais on va aller dans d'autres zones. Puis en fait, l'art-thérapie, c'est que, comme Laurie l'a dit dans l'autre balado, c'est qu'il y a l'art-thérapeute, il y a le client, puis il y a l'œuvre d'art. Fait que ça fait comme un triangle où il y a un dialogue entre les trois. Puis, une des raisons pourquoi c'est pas n'importe qui peut être art thérapeute, c'est que, en fait, oui, l'art, ça fait du bien. Puis, des fois, j'entends des gens, ah, moi, je me fais mon art thérapie à la maison, Ah je oui! colorie, tu sais. Là, pour nous, les arts thérapeutes, en fait, ce qui est une profession de relation d'aide, c'est un accompagnement, c'est vraiment. Fait que ce qu'on fait, dans le fond, dans ce triangle-là, entre nous, le client et son œuvre, c'est que, premièrement, on apprend, comme tous les thérapeutes, toute personne en relation d'aide, à créer un espace sécuritaire où la personne va pouvoir venir se déposer. Il y a d'autres composantes aussi, comme l'alliance thérapeutique qu'on va créer avec la personne. Il y a toutes sortes d'ingrédients comme ça qui sont propres à la thérapie. Puis ensuite, c'est ce qui nous caractérise aussi, c'est notre connaissance des processus de création, puis de la puissance des matériaux. Donc, nous-mêmes, on doit expérimenter ces processus-là, on doit les connaître bien pour savoir comment ça peut impacter les personnes qui vont les utiliser. C'est sûr que, par exemple, si je vois une personne qui est débordée par une intensité émotionnelle, je ne vais pas à ce Ça arrive souvent, moment-là, hein, avec le cancer. mais ça peut arriver avec beaucoup de Oui, types dans de les troubles clientèle mentaux aussi. Oui. fragile et vulnérable. Il y a des moments aussi où ça peut arriver. Donc, il y a des matériaux qu'on va moins proposer à ce moment-là parce que ce qu'on souhaite, c'est que la personne redescende un peu puis qu'on soit capable de contenir cette intensité-là là, émotionnelle. Et la transformer peut-être prendre du recul, commencer à envisager des solutions Oui, c'est au lieu ça. de rester dans son émotion, puis ça tourne, puis ça s'amplifie. Oui. Parce que l'expression des émotions, c'est important de le faire. Mais si ça devient trop envahissant ou si justement une personne est bloquée dans sa colère, dans sa tristesse, c'est là qu'on va proposer des choses pour que ça bouge. Parce qu'en fait, l'art-thérapie, euh, ce que je trouve, c'est que ça amène à débloquer un peu, mais d'une façon qui n'est pas nécessairement rationnelle. Ça amène à remettre des choses en mouvement chez la personne parce que c'est une thérapie dans l'action. Pour nous, de faire travailler la personne avec les matériaux, ça lui permet de justement remettre les choses en mouvement ou d'avoir un petit peu plus de pouvoir dans sa situation, d'avoir l'impression qu'elle peut agir sur ce qu'elle vit. Fait que ça, c'est une des forces de l'art-thérapie, une des caractéristiques. J'en avais noté. En fait, je pense que tu Alors, moi, je voulais veux rien, savoir, je t'écoute. tu voulais savoir ce que les gens pouvaient venir chercher à l'atelier, comme ici, Mhm. à la Fondation. Donc, l'atelier de la Fondation, c'est ouvert aussi aux gens en rémission, hein, comme tu le sais. Mhm. C'est pas juste pour les gens qui sont en train d'avoir des traitements ou qui viennent d'apprendre qui ont un cancer. Donc, je trouve qu'il y a une belle complémentarité dans un groupe qui peut avoir
plusieurs, Plusieurs types plusieurs de expériences, parcours. plusieurs parcours. Ouais. Puis, c'est une approche un peu studio. C'est une approche comme groupe ouvert, on appelle. Donc, les gens peuvent venir faire un tour, ils peuvent être là une semaine, ils peuvent être pas là la semaine d'après parce que là, leur traitement, ils ont trop Même des fatigué. fois Ouais. assommés, parce qu'on sait que la chimio, d'une séance à l'autre, les effets s'accumulent. Au début, on se sent pas si pire, mais avec le temps, c'est plus difficile. Nous, on vient seulement une demi-heure, puis à ton atelier, puis avec l'hôtellerie, on peut aller se coucher dans notre chambre, là. C'est ça Mhm. qui est C'est ça. Puis des fois, il y a belle des gens qui viennent complémentarité. 1 heure et me disent ah, j'ai un traitement 2 heures et demie, mais je voulais absolument venir. Ils viennent 1 heure. Tu sais, puis c'est correct, moi j'accueille, puis je respecte les limites aussi des personnes. Donc, c'est pas un groupe fermé comme quand on a des groupes fermés en art-thérapie, on demande aux gens d'être là chaque semaine, puis c'est tant de temps, puis on les fait travailler graduellement. Tandis qu'un groupe ouvert comme ça, ben moi je compose avec les personnes qui sont là, avec leurs besoins, avec ce qu'ils nomment. Fait que c'est différent là, à chaque fois. Fait que ça nous amène, nous, les arts thérapeutes, ce type de disposition-là, à être très créatifs et créatives, nous aussi. Flexible Ouais, aussi, beaucoup de flexibilité. Et ouais, puis, donc là, ce que je comprends, il y a deux volets. On peut être en consultation en individuel en art-thérapie et on peut être en groupe. Fait ouais. en consultation, comment ça se passe? En En individuel, individuel, oui. En individuel, les arts thérapeutes, ce qu'on fait souvent, c'est qu'au départ, on essaie de connaître mieux les besoins de la personne pour établir des objectifs thérapeutiques. Donc, des fois, c'est par des dessins ou des outils qu'on arrive à avoir des indices, mais aussi avec le verbal. Fait que ça, c'est une autre particularité de l'art-thérapie, c'est que nous, on apprend à observer. On a beaucoup de matériel à observer, les arts-thérapeutes. Je pense que les psychologues ou les travailleurs sociaux ou les autres professionnels en relation d'aide sont habitués aussi de lire le non-verbal ou sont entraînés à le faire. Une personne qui a les bras croisés n'a pas la même ouverture que, tu sais, il y a des choses qu'ils observent dans la personne, en plus de leur verbatim, de ce qu'ils disent. Mais nous, on a encore plus d'indices pour arriver à saisir la personne puis à comprendre ses enjeux ou ses besoins, si je pourrais dire. Et comprendre que la personne ne se comprend pas non plus. Des fois, la personne est comme un peu déstabilisée dans ce qu'elle vit. Puis Ouais. elle est pas capable de se mettre en contact avec elle-même. Fait que Peut-être que ses besoins ne sont pas clairs c'est ça, nécessairement non plus. exactement. Peut-être que ça bloque en quelque part. Ouais. Fait que, ouais, je pense que un des objectifs que l'art-thérapie arrive à bien rencontrer, c'est la connaissance de soi beaucoup plus. Puis si on voit qu'il y a des choses plus profondes, des traumatismes ou des choses à régler, nous, on peut référer aussi ces clientèles-là quand on n'est pas habilité à les suivre ou à les guider. Là. Ouais. Ça, vous êtes capable de faire du dépistage. Ça règle Oui, moins. mais on ne peut pas faire d'évaluation. Ça, c'est un acte réservé. Par contre, les évaluations des états de crise ou des risques suicidaires, il faut être habilité à les faire. Là. Ça, c'est pas réservé. N'importe quel intervenant qui travaille avec les gens Et doit être devenu, habilité ouais, à faire ces types d'évaluations. effectivement, parce que la responsabilité est très, très lourde. Ouais. Puis moi, ce qui me fascine, parce que je suis venue plusieurs fois ici avec toi, c'est de voir des gens qui ne se connaissent pas du tout, mais qui sont dans la même réalité, qui font face à un cancer. Puis ça marche! Il y a une Qu'est-ce entraide, il y a une que... entraide, Oui, c'est puis ça. il y a de l'échange d'informations. Mhm. Spontanément, on est porté à se présenter les uns les autres, à décrire sommairement, évidemment, notre parcours, où on en est rendu. Fait que ça, c'est d'entrée de jeu.
ce qu'on ne ferait pas là, dans une réunion standard. Là. Pas Puis on est en nécessairement. l'aise. Ben, non, dans une réunion, là, on échange vraiment facilement. Puis à Mhm. partir de là, ben, l'information ou l'entraide s'installe. On partage les matériaux, on partage Mhm. l'information aussi. Oui. Mhm. Mais c'est ça, moi, ce que je remarque beaucoup dans un groupe comme ce qu'on vit ici, c'est beaucoup l'instillation de l'espoir, si je pourrais dire. OK. C'est que ben, c'est une des composantes que je trouve ici avec le cancer ou avec cette difficulté-là que vous vivez. C'est que, étant donné que le groupe est ouvert aussi à des gens en rémission, à des gens qui ont passé à travers, tu sais, c'est que... Puis aussi, il y a des gens, des fois, qui arrivent qui sont très optimistes, tu sais, sont pas abattus, sont comme, ah ben moi, j'ai ce problème-là à passer, c'est que je vois ça comme un tunnel, puis ça va aller. Fait que ce niveau d'optimisme-là va venir contaminer les autres, si je pourrais dire, ou les influencer. Donc ça fait partie un peu des facteurs thérapeutiques du groupe là, dont je te parlais de Irvin Yalom, qui est un psychologue clinicien américain que j'aime beaucoup. Mais lui, faisait beaucoup de thérapie de groupe, beaucoup avec des gens aussi malades ou qui avaient des maladies incurables ou qui savaient qu'ils allaient mourir. Donc, il est allé chercher beaucoup d'informations. Puis en fait, ce que ça amène, un des facteurs, c'est l'universalité de l'expérience. C'est que des fois, on vient dans un groupe comme ça pour comprendre qu'on n'est pas seul à vivre cette expérience-là, puis que, ah, il y en a d'autres aussi que ils ont eu ils ont reçu ce choc-là, ils ont eu ce stress-là, ils touchent à cette angoisse-là. Fait que déjà là, de voir qu'on n'est pas seul. Euh, qu'on peut s'apporter du soutien les uns les autres. Il y a aussi, comme tu dis, le facteur de s'apporter des informations. Puis ça, c'est une chose que toi, tu continues à faire Avec le dans ta balado, rémission. oui, dans ma Oui, c'est ça. rémission, Parce que tu as exactement. envie de partager à partir de ce que tu as appris, de tes expériences, d'être passé à travers ça, puis de faire connaître aux gens qu'il y a d'autres médecines complémentaires, si on peut dire. D'ailleurs, le titre du balado, pourquoi on ne me l'a pas dit avant, la réponse, c'est que les choses évoluent tellement vite, autant du côté de la médecine conventionnelle avec les recherches qui sortent que les thérapies complémentaires. Et hier, je suis venue te voir pour préparer notre rencontre d'aujourd'hui et j'ai rencontré une des personnes qui était là et j'ai appris encore une chose qui vient de changer dans la médecine Mhm. conventionnelle, c'est que quand maintenant, puis ça s'est fait cet été, là, ben, en fait en juillet 2025, donc moi j'avais terminé mon parcours. Maintenant, les gens ici, là, à Sherbrooke, je ne sais pas si c'est ailleurs comme ça, quand ils ont un diagnostic, ils sont regroupés dans un même endroit et il y a une infirmière, au lieu de leur, moi, m'a donné, comme tout le monde, la documentation. Alors, retournez chez vous puis lisez. Puis si vous avez des questions, vous les poserez au médecin. OK. Là, c'est plus ça, c'est on donne la documentation tout de suite et là, les gens se retrouvent avec l'infirmière, peuvent poser tout de suite leurs questions en découvrant la documentation, puis ils vont pouvoir continuer après. Puis ça, Ça, c'est c'est en nouveau, groupe, c'est une là. C'est un rencontre groupe, de une groupe. groupe, là. Fait qu'ils vont sans doute peut-être, ces gens-là, se retrouver peut-être en chimiothérapie. Tu sais, déjà, il y a des liens qui se créent. Mhm. Puis ça, c'est nouveau. Alors, c'est pour ça. Pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Encore hier, j'écoutais ça, ce témoignage-là de cette dame-là dans ton atelier. J'ai dit, Mhm. ben, j'ai encore la réponse au titre de mon balado. Ça Ouais, change tellement vite et pour le mieux, là, tu sais, ça s'améliore, là. ouais. Puis ce que j'entends aussi beaucoup, c'est, je trouve ça important ce que tu nommes parce que oui, vous avez des informations à vous transmettre entre vous qui vivez ça, parce que il y a quelque chose avec le cancer que j'entends parfois, c'est mon conjoint ne peut pas me comprendre, mes enfants ne peuvent pas comprendre ce que je vis, mes amis, ils ont beau dire, tu sais, mais ils ne comprennent pas ce que je suis en train de Même il y vivre, en a qui passer à disaient travers. qu'ils perdaient des amis, qui les appelaient au début de leur parcours de cancer, puis là, ils les appellent plus.
Ça, j'ai aussi entendu une Mm. dame qui en a parlé à ton atelier. Ça, c'est triste. Puis là, toi, tu vois qu'avec l'atelier, Ben, je trouve qu'avec l'atelier, c'est ça. Puis peut-être que quand vous êtes dans une salle de chimio, vous communiquez peut-être pas nécessairement entre vous, mais dans un atelier comme l'art-thérapie, c'est un lieu aussi où vous pouvez dire, ah, moi, la chimio, ça me fait telle chose, telle affaire. Ah, ben, moi aussi, parce que j'ai telle sorte, puis ah, ben, c'est ça. Fait que là, ou c'est des chimios différentes. Fait que moi, je trouve ça vraiment pertinent que vous puissiez échanger avec des gens qui vivent la même type d'expérience. et on partage notre expérience à nous, là, on se fait pas office de médecin, c'est juste on est deux personnes qui ont vécu la même chose, puis on partage, puis les autres écoutent. Mhm. C'est vrai. Moi, le partage d'informations que j'ai fait, qui m'avait le plus touchée, c'est que je me suis beaucoup intéressée aux jeunes pendant la chimiothérapie. Il y a des recherches qui montrent qu'il y a des effets bénéfiques au fait de jeûner la veille de la séance, le jour de la séance et le lendemain. Pas plus que ça, là. Mhm. Puis, moi, je l'ai testé, mais tout le monde ne veut pas le faire, puis tout le monde n'a pas le goût de le faire. Mais j'ai apporté l'information dans l'atelier. Puis, il y avait une jeune femme qui, elle, c'est un cancer du sein. Puis, elle a pris en note le livre que j'ai apporté de Walter Longo. Elle a dit, Sylvie, je peux-tu prendre la photo? Puis, Mhm. 2 semaines après, elle revient, puis elle dit, Sylvie, elle dit, j'ai essayé le jeûne. Elle dit, j'ai pas eu mal à la tête parce que le Taxol, ça a l'air que ça donne. Moi, j'ai écouté les madames qui ont un Ouais. cancer du sein, ils ont souvent des maux de tête après. Mais le fait qu'elle avait jeûné, elle n'a pas eu mal de tête. Mhm. Fait que là, j'étais contente. Moi, j'ai rien dit, j'ai juste apporté un livre. Puis J'ai pas Walter fait. Longo, c'est un chercheur Et fait de la voilà. recherche, mais Oui. c'est un complémentaire. Il est biologiste, il est pas Oui. médecin, là. Non, c'est ça. J'ai l'impression que des fois, pourquoi me l'a-t-on pas dit avant, c'est que parfois, il y a des branches de la recherche ou de la médecine qui font un petit peu euh, route à part Ça se tente de ce pas, qui est. hein? Non, c'est ça. Peut-être qu'en Europe, ils ont une autre culture par rapport à la médecine qui devient plus intégrative ou qui travaille plus, moins en silo, justement. Moi, je le confirme, je suis allée au Congrès de la santé intégrative à Saint-Hyacinthe la semaine dernière. Il y avait 3 médecins qui sont venus, français de France, qui sont venus, qui ont été invités, c'est en personne. Il y en avait un qui était un chirurgien et acupuncteur. Ça, c'est un parcours qui est beaucoup Qui plus est fréquent, atypique. qui est Ouais. atypique, mais qui est accepté là, nous autres, le Collège des médecins n'accepterait pas ça ici qu'un médecin. On n'est Qu'un pas rendu. médecin puisse pratiquer C'est aussi l'acupuncture. l'acupuncture. Mais lui, ça faisait partie de sa boîte à outils, l'acupuncture. Puis ils nous ont expliqué qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont des budgets, de plus en plus de personnes malades. Les budgets ne grossissent pas. Puis avec, là, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Puis qu'ils se tournent, eux, ils sont déjà plus avancés que nous. Alors, ils sont venus faire de très, très beaux témoignages là-dessus, là. Fait que c'est pour ça qu'aussi le balado, c'est qu'on veut sensibiliser les gens. Moi, c'est ma petite part de contribution à Mhm. cette possibilité-là. Ouais. Ouais. Puis les arts thérapeutes. Mais changement de propos, tout à l'heure, je t'écoutais parler, tu parlais des matériaux. Moi, ça me fascine. Mhm. Peux-tu nous en dire plus? C'est quoi les... Là, je peux pas tout te dire, les Tes secrets. secrets? Mais moi, je peux te poser des questions, parce que j'en ai vu. Ouais. C'est les Ce que je peux dire, c'est que le monde de l'art, c'est tellement vaste. Toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour amener quelqu'un à sortir de soi ou à venir toucher des choses, ou justement à venir dissoudre en douceur quelque chose qui est bloqué. Donc, tu sais, on peut pas tout énumérer. Il y a eu tellement de dispositifs de le développer parce qu'en fait, il faut dire que l'art-thérapie, c'est quand même assez récent, mais Ah, ça ne l'est pas en même temps parce que quand l'art non, a toujours fait ouais. partie Ben oui, de l'humanité. Tu sais, je veux même dire, avant les futurs, hein. les hommes des cavernes ont dessiné dans des Ouais. grottes. Fait que dans le fond, on ne peut pas
pas catégoriser ça. Ben, on peut parler de l'Occident, tu sais, de comment ça s'est développé à partir de, disons, comme Freud ou Jung, qui ont, euh, qui ont plus parlé de l'inconscient. Puis en parallèle, à la même époque, il y a eu un changement au niveau de l'art. Tu sais, là, on est allé plus vers de l'expressionnisme, du surréalisme, parce que justement, c'était quelque chose qui venait, ce qui était devenu important, c'était d'exprimer plus librement ce qui se passait dans la psyché humaine, si Ça je peux dire. coïncide aussi avec l'arrivée, on a eu la même chose, nous autres, je pensais à ça dans mon métier, l'arrivée de la photographie aussi, parce que l'art était beaucoup utilisé pour représenter des Représenter les gens, choses les réelles, choses de la en fait. réalité. Ouais. Puis là, la photo le faisait Là, encore plus ça vite a et mieux. changé parce que c'est peut-être d'autres choses qu'on voulait représenter dans l'art. Tu sais, quand on pense au cri d'Edvard Munch, Mm. puis quand il raconte comment il a été inspiré à peindre cette peinture-là, c'est que je pense que c'était une explosion volcanique au loin qui a créé en lui une immense angoisse. Il ne savait pas c'était quoi. Il dit, ça y est, il y a quelque chose de dangereux qui se passe. Tu sais. Fait que c'est une peinture qui traduit bien l'angoisse ou la panique qu'une personne peut vivre. Fait que c'est ça, en fait, l'arrivée de l'expressionnisme puis tout ça. Fait que je pense que, ben, je peux te parler un peu de l'histoire si tu veux, Ben mais j'ai oui, j'aimerais l'impression ça. que j'ai l'impression aussi que l'art était beaucoup plus psychiatrique. L'art-thérapie a commencé aussi dans des sanatoriums ou des instituts psychiatriques parce que il y avait des patients très, très perturbés. Si on pense, je pense qu'en Allemagne, à Prinzhorn, ce médecin-là, il faisait dessiner des malades psychotiques ou des gens qui étaient dans des états difficiles à contrôler. Il y avait des moyens comme la camisole de force ou les électrochocs à l'époque où il y a eu de la médication qui a embarqué au cours du 20e siècle. Là, mais c'est ça, fait qu'il donnait des matériaux, puis il voyait que ça canalisait une certaine pulsion, une certaine euh, catharsis ou des pulsions qui pouvaient être dommageables, dangereuses pour autrui ou pour soi-même. Donc, ça canalisait, puis les malades psychiatriques Alors ça a été... témoignaient de l'effet que cet art-là ou cette expression-là faisait sur eux, ça les calmait ou ça les amenait dans d'autres états. Puis, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je l'ai mis sur ma page Facebook d'art thérapeute. C'est un film que j'ai retrouvé. Là, il est en ligne sur YouTube. Je ne sais pas s'il va rester là longtemps. Ouais, c'est Mais vrai. c'est Art Therapy Has Many Faces. Donc, c'est une art thérapeute américaine qui a écrit aussi beaucoup de livres sur l'art thérapie, puis aussi sur le fait de comment c'est éclectique un peu, puis qu'on est inspiré de différentes branches. Là. Puis dans le fond, dans ce documentaire-là, elle explique un peu l'histoire, d'où ça vient, puis aussi les différentes applications. Fait que oui, c'est un vieux film avec des vieilles images, mais c'est quand même émouvant de voir ça parce que tu vois aussi comment les arts thérapeutes travaillent différemment avec les différentes clientèles. Tu sais, justement, moi, je vois que ce film-là montre bien comment on s'adapte puis comment on met des, euh, des dispositions différentes pour chaque type de clientèle pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. On ne va pas travailler de la même façon avec une personne qui est dans le spectre de l'autisme, avec une personne qui a des maladies physiques, avec une personne qui a des troubles de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété ou des troubles de personnalité. On ne va pas approcher une personne de la même façon. Leur offrir les mêmes. Même chose. Et justement, qu'est-ce que tu fais avec une personne qui dit, moi, je ne sais pas dessiner, puis qui est dans ton atelier? Qu'est-ce que tu fais avec cette Là, j'ai personne-là? plein de J'ai choses à peut-être des secrets. proposer.
Mais ça arrive, hein, des fois, Mais des gens qui justement, veulent, on est créatif, on a plein de choses à proposer pour introduire l'art dans la vie de la personne, ou introduire juste d'entrer en rapport avec les matériaux. Puis ça, je trouve que Laurie, elle a bien nommé aussi dans l'autre balado. Elle dit, je pense qu'elle a parlé de faire des gestes, puis de pouvoir venir faire juste une ligne ou une trace sur la feuille. Fait que, oui, on a plein de. Des fois, c'est le fun de partir d'une image que la personne va choisir. Puis, ça, c'est quand la personne a dit, je sais pas, elle peut dessiner, là, mais j'ai aucune idée de ce que je veux dessiner. Ça je t'ai vu faire ça, sortir tes revues, tes ouais, coupures, tes images. Puis ouais. ça marche à tout coup, hein? La personne, à un moment donné, elle arrive, oh, c'est ça, papa, Ben aime ça. ça, moi, j'y vais beaucoup quand il y a des gros blocages comme, ah, moi, la dernière, tu sais, disons, une personne qui est rendue à 60 70 ans, puis qui me nomme que la dernière fois qu'elle a fait de l'art, c'était à la maternelle, ou, tu sais, puis que, oh non, l'art. Mais souvent aussi, c'est qu'on a une idée de l'art. Tu sais, on a été. On veut pas faire de l'art qui sera pas esthétiquement beau. C'est comme si on Oh, associe oh, ah ouais, l'art ça, c'est on à, se met de la pression déjà en partant. on associe l'art à de la technique, à quelque chose qui soit esthétiquement beau. Fait que si on n'a pas de technique, on va dire ah non, j'aime mieux pas toucher à ça, ça va être laid, ça va être laid. Tu sais, ça, je l'entends souvent. Puis là, je leur dis, fais-moi donc de l'art laid. Tu sais. Moi, j'aimerais Ah, ça voir c'est quoi de l'art laid. Tu sais. Ou bien, tu sais, ça peut être aussi de créer quelque chose de spontané, mais là, on a des trucs, tu sais, comme tu sais, le gribouillis ou partir d'une couleur. Ça peut arriver qu'une personne va créer juste en tamponnant à l'éponge avec une couleur. Ouais. qu'elle va choisir. Elle Oui, va choisir la couleur qui lui parle à ce moment-là. ouais, ouais, ouais. Puis des fois, ça peut être juste de laisser une trace, comme j'ai entendu souvent de certains art thérapeutes, parce que ça peut arriver que ce soit confrontant de sortir quelque chose sur le papier ou que ça demande une implication. Ouais. Des fois, ce qui est arrivé aussi ici, quand j'avais plusieurs personnes qui n'avaient pas envie de s'impliquer, Oh, ça va pas bien. de s'engager, ben, ils sont contents d'être là au groupe, mais ils n'ont pas le goût de commencer quelque chose, de s'engager, où le niveau d'énergie est tellement bas euh, que j'ai parti des fois une œuvre collective. C'est OK. On va passer une feuille, puis on va chacun ajouter quelque chose. Que ce soit une tâche, une petite ligne, justement. Des fois, puis là, tout le monde a embarqué, puis ça, l'œuvre collective, j'ai remarqué que quand je le faisais, ça amène beaucoup de joie. Je ne sais pas, je sais pas tout à fait tous les mécanismes en jeu, mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect d'être liés les uns aux autres, de faire quelque chose ensemble. Peut-être un peu comme une danse, ou comme, là je réfléchis à voix haute, mais c'est comme une collaboration, quelque chose qu'on crée ensemble, puis qui ne vient pas juste de moi. Ce que je fais ou ce que je viens déposer incombe pas juste à moi, mais je fais partie d'un groupe. Je m'inscris dans un groupe. Ouais. C'est un petit monde d'appartenance. Un sentiment d'appartenance. Ça amène une cohésion. C'est vrai. Puis justement, j'ai vu, moi, je suis venue quand même assez longtemps, puis il y a eu une période où il y avait comme un noyau aussi, on se retrouvait toujours les mêmes, ou à peu près toujours les mêmes, là. Ce qui n'est pas ici, c'est assez rare, hein. Je pense que généralement, les gens, à cause qu'ils viennent pour leur traitement une semaine ou deux, ils repartent Mhm. dans leur localité. Mais Ouais. j'ai vécu ça aussi, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant à quel point ça pouvait être fort. Et, Toi, tu as observé une j'observe différence une différence, significative. oui, parce que
il y avait, comme on a pu plus faire connaissance, voir, tu sais, parler de nos vies, si on n'a pas le temps, puis c'est normal aussi, hein, une seule ou deux, une rencontre ou deux, là, pas le temps. Fait que là, tu te rends compte, on est allé un petit peu plus loin. Ah, tiens, avec ses enfants, puis ça, ou avec son conjoint, ou des choses comme ça, là. Mais Fait que le sentiment d'appartenance, là, il a augmenté, exactement. Je suis sûre que si on se revoit, ça ne sera pas la même chose que si on l'a vu une fois ou deux, là. Parce que vous avez créé ce lien-là dans un espace plus intime un peu. Exactement. Avais-tu d'autres choses à nous raconter sur l'histoire de l'art-thérapie? Ah oui, ben c'est ça, j'étais rendue avec les instituts psychiatriques, mais c'est venu aussi beaucoup d'éducateurs ou d'artistes, l'art-thérapie. Fait qu'en fait, ici, en Amérique, il y a eu Margaret Number puis Edith Kramer, qui sont les deux fondatrices principales. Puis Number, c'était plus 1920, au début du siècle. Elle avait une approche un peu plus psychodynamique. Ça veut dire l'analyse, la psychanalyse, en fait. Euh, Elle avait elle-même été en psychanalyse. Donc, elle, en faisant créer les enfants, les pionniers, c'était beaucoup auprès des enfants. En faisant créer des enfants, euh, elle trouvait que l'art, c'était beaucoup un outil projectif de ce qui se passait dans la psyché. Donc, il y avait un petit peu plus l'idée de l'analyse. Puis ça, la psychiatrie a essayé aussi d'aller dans ce sens-là, plus un petit peu d'analyse de ce qui est là-dedans, puis de ce que ça veut dire. Puis on va avoir des indices de ce qui se passe. Tandis que Kramer, qui était plus 1940-1950, qui travaillait aussi auprès des enfants puis des ados perturbés, elle, c'était plus le processus artistique et guérisseur en soi. Puis, on ne va pas aller interpréter des œuvres, on ne va pas essayer de comprendre ce qui est là-dedans, mais on va simplement accompagner à vivre ce processus-là. Puis dans le processus, il y a des choses qui se passent. Fait que ça, c'est comme un petit peu les deux voies de l'art-thérapie. L'art comme thérapie, faire de l'art est guérisseur en soi. Puis la psychothérapie par l'art, où on va plus regarder les indices des perturbations à travers les œuvres ou des séries d'œuvres. Puis on va aussi avoir les indices des signes de guérison dans les productions de ces clients. Fait que nous, les arts thérapeutes, disons, au Québec, on utilise les deux voies selon les clientèles qu'on a, mais bien sûr, on ne peut pas faire de psychothérapie par l'art. Oui, mais c'est ça. Mais, là, on en revient à ce problème-là. On est quand même habilité à observer. Mais disons, dans un suivi, on n'a pas un rôle d'interprète de l'art ou d'analyse des œuvres. Puis moi, je suis souvent confrontée en santé mentale, justement, dans mes suivis individuels, à dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire, ton client, ta cliente te demande. Oui, c'est ça. Parce que ben, même lui, ici, pas... même ici, je me fais demander ouais, qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Disons, quelqu'un va me faire un cheval. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, en fait, tu sais, j'explique souvent que je ne suis pas là pour analyser ça. Par contre, toi, comment tu vis cette image-là? Comment tu la ressens? Qu'est-ce qui est en train de vivre ce cheval-là? Il y a beaucoup de façons d'aborder une exploration ou d'amener la personne à juste côtoyer son image ou à entrer en contact avec son image ou en dialogue. Puis des fois, c'est ça, on peut les amener à faire écrire les gens sur leur image ou à approfondir un peu. Puis ça, en fait, c'est pour amener la personne plus au niveau cognitif, justement, puis l'amener à faire des liens ou des prises de conscience. Fait que c'est comme si on descend un peu dans d'autres zones, d'autres dimensions, moins conscientes, puis on va remonter vers
le cognitif pour voir s'il y a quelque chose qui ressort de ça. Effectivement. Puis j'ai vu aussi, j'ai vu des madames qui faisaient des dessins, qui s'assoyaient après ça avec toi. Puis là, ils relataient, là, bon, ça c'est la maison quand j'étais petit ou petite. Puis autour, c'est, je sais pas, des solutions, puis tout ça. Mais moi, c'est ça qui me fascine. C'est quand ils font le dessin, ils n'ont même pas ça en tête. C'est Ouais. en regardant le dessin qu'ils se rendent compte que c'est ça qu'ils ont exprimé. Parce qu'ils n'ont pas Mhm. planifié. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui, à une certaine mesure, qui planifie, là, Mhm. qui va dessiner Tu de la vois, chose ça, c'est un autre, là. un autre mythe sur l'art, un peu ça, parce Ah que oui? c'est comme OK. si l'art, si on l'associe à quelque chose de très technique, ben on l'associe nécessairement à un contrôle. On planifie ce qu'on va faire. Peut-être que oui, il y a des aspects de l'art qui sont comme ça. Si on prend de l'art très académique, des gens qui sont fait des parcours très académiques en art, puis qui arrivent à maîtriser des techniques puis des matériaux, oui, ils vont avoir, même l'art contemporain, c'est très conceptuel, non? Ils vont avoir toute une pensée en arrière de ça, qu'une démarche. Mais en fait, si on prend l'art dans le contexte de la thérapie, de l'art-thérapie, il y a quelque chose de très, moi je trouve ça expressionniste, là, je sais que je galvaude le mot, mais c'est très, c'est plus libre un petit peu comme processus de création, c'est plus spontané. Puis oui, il va y avoir des gens qui vont vouloir contrôler mieux ce qu'ils font, puis avoir un résultat. Ça en fait partie aussi parce qu'ils veulent travailler plus symboliquement, ils veulent amener quelque chose de concret, ils veulent vraiment exprimer quelque chose de précis. Mais ils vont en avoir d'autres qui vont se laisser aller plus dans le processus, puis que là, c'est là que va émerger quelque chose de plus spontané qui n'était pas contrôlé, qui n'était pas planifié cognitivement. Fait qu'on va dans d'autres zones, on va travailler à Plus dans partir le système d'autres limbique, fonctions. autrement dit, tu es plus dans le système limbique, puis le système, si on regarde le système nerveux, les trois cerveaux, tu vas plus dans le système limbique, donc les émotions, les valeurs, En fait, c'est c'est ça. ça, il y a un modèle qui est plus connu en art-thérapie maintenant, c'est le continuum de thérapie expressive. Fait que oui, là, ça peut résonner ce que tu viens de dire, au sens que il y a des fonctions de création qui sont liées, disons, à nos deux hémisphères. Puis, il y a des fonctions comme je suis en train de suivre une formation sur une technique qui est beaucoup plus sensorimotrice. Fait que oui, ça, c'est comme à la base de nos systèmes. Euh, puis qui vient plus Le cerveau qui vient reptilien, plus ça pourrait toucher être ça. des mémoires implicites, oui, puis le système limbique. Puis plus qu'on monte, après ça, tu as le niveau perceptuel, affectif, puis après ça, plus cognitif, symbolique. Puis il y a un aspect aussi créatif qui peut englober différentes fonctions. Fait que dans le fond, quand on utilise ça comme modèle théorique, ben on l'utilise beaucoup, là, en fait avec d'autres modèles, mais ça en est un. Ça nous aide aussi à voir, à comprendre un peu des choses, puis à voir comment on peut faire bouger un processus chez la personne. Si une personne, disons, justement, reste beaucoup plus cognitif, symbolique, il y a peut-être des raisons pour ça. Peut-être Pas qu'elle veut aller pas, trop peut-être là-dedans. qu'elle veut pas aller dans ses affaires. Peut-être que il y a quelque chose, il y a une peur de toucher à une certaine douleur. Fait que comment on va amener la personne doucement à aller dans ces zones-là. Puis T'avais- ça peut être des petits allers-retours, hein, tu sais, on force pas rien, mais si une personne vient en thérapie, c'est parce que il y a des choses qu'elle veut remettre en mouvement. Exactement. Tu m'avais parlé aussi d'un exemple que j'avais trouvé vraiment intéressant. Les soldats qui revenaient, entre autres, de la guerre du Vietnam, qui étaient avec un stress post-traumatique. L'art thérapie peut aller chercher des non-dits, des terreurs qu'ils ont vécues parce qu'ils ont des choses insoutenables là-bas, Mhm. qui ne peuvent pas passer difficilement par le verbal. Le verbal, tu restes toujours tu tournes en En rond. fait,
Là, je peux pas te répondre avec beaucoup de précision parce que je suis pas T'es calée pas en là-dedans, trauma, ouais, c'est ça. mais j'aimerais ça me former davantage. Par contre, c'est ça, ce que je comprends de certains chercheurs, comme Peter Levine, Bessel van der Kolk, avec des livres comme The Body Keep the Score. Le corps garde en mémoire ce traumatisme-là. Fait qu'en fait, eux autres, ce qui amènent, euh, que je trouve qui est riche dans notre compréhension, puis j'ai aussi eu cet écho-là de personnes spécialisées en traitement du trauma, c'est que parfois, quand on reste juste dans le cognitif, puis qu'on essaye de rester dans le récit du trauma qui s'est passé, ça ne vient pas libérer les charges émotionnelles ou les charges de la partie de notre cerveau, comme le tronc cérébral, qui est responsable du système nerveux autonome, que lui donne les réponses face au trauma. Fait que c'est là qu'il faut redescendre, en fait, pour aller travailler. Mais moi, je ne suis pas habilitée à traiter les traumas, mais ce que je comprends de ces personnes-là, c'est que c'est ça. Il faut passer plus loin, puis que eux, ce qui stipulent, c'est que rester dans l'espace cognitif peut retraumatiser, en fait. Ça renforce le traumatisme. Ouais. OK. Ben, Paraît-il. Ben, moi, on ne sait pas, là, là, mais je ramène juste ce que je quand tu comprends, puis que je comprends, ouais. trouve qui fait du sens. Oui, Parce c'est que vrai. ça fait quand même quelques décennies que les art-thérapeutes travaillent aussi avec des vétérans, puis se sont rendus compte que l'art-thérapie ne retraumatise pas. Fait que de sortir en image ou de parler différemment. Fait que j'imagine que c'est un peu ça le phénomène qui se passe, c'est qu'on reste pas juste dans le cognitif par rapport au trauma, là, je veux dire. Puis on va travailler d'autres couches, là, puis d'autres, puis libérer des mémoires implicites. Puis ce qui est important aussi, comme ce que Peter Levine a observé, puis ce qu'il dit, c'est qu'il faut, à partir de ces instances-là, trouver des réponses qu'on n'a pas pu avoir pendant notre traumatisme, c'est-à-dire le se battre ou fuir. Fait que ce qui est réparateur, selon lui, c'est de sortir de l'état, parce que ce qui traumatise, c'est quand on freeze. Pour Il n'y a lui, rien de pire que ça parce qu'il n'y a fait que pas. pour sortir de l'état d'être gelé, puis remettre en route, eux autres, ils appellent ça resetter notre système nerveux autonome, ben, il faut trouver les réponses adéquates, se battre ou fuir, mais par le corps ou par. Fait que dans ce sens-là, tu sais, Je suis en train de faire des la liens. danse-thérapie ou la dramathérapie Oui. peuvent être aussi des thérapies qui passent par le corps. Autrement dit, OK, je suis en train. C'est drôle, je fais un lien. C'est toujours un moment dans le balado qui se passe. Je fais un lien entre justement l'impossibilité, quand tu as le traumatisme, d'utiliser la réaction normale fight or flight. Mm-hmm. Mais avec l'art-thérapie, tu peux la faire plus tard, beaucoup plus tard, en conscience, évidemment, pour y aller tout doucement. Mais tu peux remettre l'équilibre fight or flight à zéro, là, OK. Mais ça n'empêche pas que le souvenir va toujours être là du traumatisme, mais il ne sera plus dérangeant comme il l'est En jusque-là. fait, je pense que ce qui est à travailler, mais là, on est plus dans le trauma que dans la problématique du cancer. Mais je pense que ce que j'ai compris qui est à travailler, c'est de redevenir un petit peu plus, pas maître de notre système nerveux autonome, parce qu'on ne peut pas avoir un contrôle cognitif justement Non, c'est dessus, ça. mais plus dans le sens que comment on va venir le retravailler pour pas justement qu'il devienne par moment Envahissant, là. activé. Puis Oui, justement, on va faire une crise de panique en public parce qu'on va avoir eu un un déclencheur, déclencheur ouais. qui nous amène à ces réponses-là. Ou bien sinon, l'état de freeze, c'est d'être plus apathique, d'être coupé souvent de nos sensations, de notre. Tu sais, fait qu'on va se couper d'une partie de notre. Notre senti. Ouais, on Mais va être. tu parles, on ne parle plus du cancer. Je Ouais. crois, moi, de plus en plus.
qu'il y a des traumatismes à la base de certains cancers. Mais ça, c'est pour ça que ta remarque m'a ramené à ça. Je pensais même pas ce matin, mais il y a sûrement des gens qui ont vécu des traumatismes qui n'ont pas nécessairement déclenché tout de suite un cancer, mais qui tranquillement, pas vite, étant donné que c'était dans la personne, c'était pas soigné, ça a amené un cancer. C'est peut-être pas direct, mais indirect. Ouais, je pense que ça serait. Il va falloir que je regarde ça. À un moment Que les donné, aspects là, émotionnels soient un des ouais. facteurs. Donc, un traumatisme, c'est un. Il y a un médecin allemand, justement, a élaboré un petit peu ce lien-là entre des chocs émotionnels ou des traumas, puis le cancer. Mais moi, Ah, je OK. me réserve beaucoup de parler de ça parce que, premièrement, c'est pas tout le monde qui vient, disons, à l'atelier qui a le goût de donner un sens à ce qu'il vit. Non. Mais j'entends souvent pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, parce que j'avais une bonne hygiène de vie, Ah, ça, j'ai entendu je aussi. faisais mon 10 heures d'exercice par semaine, je mange super bien, tu sais, tout est là pour que la personne ne soit pas malade. Fait que, puis, mais en revanche, il y a du monde qui fumait comme une cheminée, puis qui viennent ici, puis qui sont là. Moi, je le sais pourquoi j'ai eu le cancer, c'est Oui, parce que oui, j'ai entendu ça aussi. fait que, mais en fait, C'est c'est ma ça, faute. J'ai fumé toute la vie. le cancer est tellement multifactoriel que moi, je veux pas avoir mes idées, je veux pas me faire une idée arrêtée sur c'est quoi qui cause le cancer. Moi, j'apprends beaucoup au contact des gens. Je trouve qu'il est multifactoriel, le cancer. Fait qu'on peut pas dire, ah, tu as le cancer parce que t'as un enfant qui est décédé à tel moment, puis t'as pas fait ton deuil, ou tu sais, C'est tout en c'est pas à fricotant. moi à faire ces choses-là, mais j'en entends beaucoup de gens qui disent, ah, je le sais absolument, c'est quoi le cancer? C'est quoi le cancer que j'ai? J'ai vécu de la violence conjugale pendant tant de temps. Puis, je le sais que j'ai tout absorbé ça, puis que je me suis fait un cancer. J'ai même déjà entendu des gens dire, je pense que je me suis fait un cancer parce que j'avais besoin d'un break. Ah, je l'ai entendu une fois, une dame à côté de moi, puis je l'ai vue une fois, puis après ça. Puis elle disait que justement, elle était tellement dans une vie, tout était fatigant, tout était difficile, elle a dit, J'avais besoin j'avais d'un besoin break. Fait que d'arrêter. c'est peut-être ça. Fait que les Ouais, gens parfois, veulent trouver un sens à ce qu'ils vivent, à leur maladie. Puis, c'est c'est ça. correct, c'est tout Après à fait ça, correct. c'est qu'est-ce que tu as le goût maintenant, tu sais, à partir. Comment tu entrevois ça ou comment tu entrevois le reste de ta vie, tu sais. Mhm. Exactement. Fait que ça nous remet en question. Puis moi, je sais aussi, une question que je vais te poser. Parce que l'art-thérapie, on exprime, c'est de l'expressionnisme pour reprendre le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Puis moi, je me rappelle, quand je faisais ma chimio, je n'étais pas capable de dessiner, je coloriais. Puis là, j'ai appris avec toi, puis je ne savais pas là, encore pourquoi. Puis j'apportais toujours mon cahier de mandala que j'avais acheté chez Mhm. Avril avec ma boîte de crayons de couleur. Puis j'ai compris parce que ça me permettait d'exercer un certain contrôle. J'avais un contrôle Ouais. que je me sentais pas prête à laisser aller quand Mhm. j'étais Tu en avais chimio. besoin de ces paramètres-là. Ouais. C'est correct. Oui, J'en oui, ai aussi des choses à colorier, mais c'est ça, il y a même des études qui ont démontré que le coloriage, puis c'est pas pour rien qu'après la pandémie, moi j'ai vu ça, des étalages de livres de coloriage dans les c'est magasins vrai. d'art, C'est vrai, tu m'y fais mais penser. ils associaient ça à l'art-thérapie. Ben oui, même la peinture à numéro est revenue. Oui, oui. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de très méditatif là-dedans. Puis on n'a même pas des fois de décision à prendre. Les peintures à numéro, ils nous disent même quelle couleur venir mettre. Mm. On n'a pas de décision à prendre, on suit. Mais c'est ça, ça c'est différent de l'art-thérapie. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le coloriage, c'est que ça fait baisser le niveau de cortisol. Ça, il y a des études qui l'ont démontré. OK. Mais ça ne dure pas.
ton taux peut remonter dans les heures d'après. Oui. C'est valable pour le temps que tu prends à colorier. Donc, ça n'a pas le même effet, disons, que méditer puis travailler sur notre respiration, où là, on va avoir un ancrage plus profond sur Et justement on comment. diminue notre. Moi, je fais beaucoup de cohérence cardiaque, puis c'est qu'on diminue le cortisol, puis on produit plus de DHEA, ce qui nous sort de l'effet tunnel du cortisol là, qui nous empêche de voir les solutions aussi autour de nous parce qu'on est trop. Fait que le DHEA nous calme, puis là, on voit plein de choses autour de nous, puis souvent, on trouve la solution au problème du moment qu'on a. Fait qu'on gagne un temps précieux. On a beaucoup plus de Avoir des bien-être techniques pour venir s'asseoir en s'asseoir. soi-même. Parce que quand tu regardes le cortisol et le DHEA, ça vient des surrénales. C'est la même substance qui génère les deux. Mais à un moment donné, si tu es stressé, ça devient du cortisol, puis si tu te calmes, ça fait de la DHEA. Fait que, et c'est fascinant, là, les surrénales, nos reins, là, c'est tout petit. Ça génère plein de bien-être. Puis plus on en fait, mieux. C'est comme n'importe quoi. J'imagine que plus on fait d'art-thérapie, meilleur on devient. Meilleur on devient, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend si on a le goût. Parce que dans le fond, l'art-thérapie, ça s'inscrit aussi dans la croissance personnelle, là, tu sais, dans toutes les vagues de travail sur soi. Mais c'est ça ce que je voulais nommer par rapport sur le coloriage ou faire de l'art chez soi. C'est thérapeutique en soi. Moi, je pratique des instruments de musique. C'est thérapeutique pour moi de faire ça. Sauf que j'ai pas d'accompagnement. Je travaille pas avec un musicothérapeute qui est avec moi et qui me dit ah, t'as besoin de travailler telle chose, essaye donc, tu sais, ou je sais pas comment travaillent les musicothérapeutes, mais moi j'adore la musique puis je sais que c'est thérapeutique. Fait que j'en fais moi-même. Mais je suis pas dans une démarche. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, je reviens au début, c'est que l'art thérapeute, il accompagne la personne. Il est comme un petit peu un facilitateur, un guide, quelqu'un qui va des fois proposer des choses, qui va voir que peut-être que si tu essayes telle chose, tu sais, je pense qu'il y a des art thérapeutes extraordinaires qui ont fait avancer des problématiques ou des difficultés, comme Lucille Proulx, qui est une Québécoise, qui est âgée maintenant, mais qui a travaillé beaucoup avec les diades parents-enfants pour préparer des choses d'attachement. Puis l'enfant jeune, fait comment elle est allée travailler avec ces clientèles-là, mais elle a trouvé des dispositifs pour faciliter le lien. C'était ça, tu sais, aussi. Fait des fois, les art thérapeutes aussi, on se spécialise dans des domaines, avec des clientèles, puis on trouve des moyens D'ailleurs, tu es en d'aider. train de suivre une formation sur le trauma. Est-ce que tu veux développer cet aspect-là dans ta pratique? En fait, Ou c'est tu ça, t'explores ça comme ça? comme j'ai dit, en fait, moi, je peux pas traiter le trauma. Par contre, c'est une approche somatique en art-thérapie. C'est une approche qui utilise justement les aspects sensorimoteurs, les aspects sensoriels puis kinesthésiques de la production artistique. Fait que c'est sûr que ça donnera pas quelque chose comme un cheval. Mais sans travailler directement les traumas, je pense que cette formation-là, qui est vraiment super précise et développée, elle peut m'amener à aider les gens à travailler sur les sensations dans leur corps. Peut-être des mots, des tensions, euh, puis à développer justement un petit peu plus de présence. Fait que ça peut, Présence ça à va leur pouvoir, tension, ouais, c'est ça ça? va pouvoir m'aider à travailler peut-être d'une manière un peu plus somatique quand ça se prête. Quand ça se prête. Mais c'est ça. Moi-même, tu vois, si je suis stressée ou si il y a des semaines, c'est ça, où je vis plus de stress, ou juste conduire en auto, des fois, dans des conditions. On revient, puis on est tendu.
le trapèze. Fait que je pense que tout le monde peut bénéficier ouais, de ces connaissances-là. connaissances-là. Tout le monde peut bénéficier d'aller voir ce qui se passe puis d'être capable de libérer de ces. Ouais. En terminant, la question que je pose au début, puis je ne te l'ai pas posée, quand est-ce qu'au début, je la pose toujours aux invités, quand est-ce que tu trouves dans le parcours en oncologie que l'art-thérapie, idéalement, doit être arrivée là, dans le parcours? Moi, je Juste au pense début, ou que c'est, s'il y a pas ça dépend de la je pense personne, que ou ça dépend toi, c'est des dépend de la besoins de la personne? personne. Je pense qu'il y a des phases hein, là-dedans. Puis Oui, peut-être qu'au début, il y a une phase de choc, comme toi, tu oui, m'avais c'est nommé, ça, oui, que je ressens. effectivement. Oui. Fait que ça dépend comment la personne vit ce qu'elle vit. Puis si elle a le goût d'avoir du soutien, puis si elle a le goût de, de le dire, ce qu'elle vit là-dedans. Puis ouais, Donc, à ton avis, quand la personne le veut bien, à toutes les étapes, on peut, que ce soit après, tout de suite après un diagnostic, comme en comme rémission, pendant les pendant les traitements traitements. aussi. C'est ça, étant donné si toi, comme tu dis, tu peux, la personne vient 1 heure, puis après ça s'en va son traitement, alors aussi, Mm. dans l'organisation, c'est possible. Oui. Elle Ouais. t'avertit, fait que toi, tu lui donnes quelque chose à faire pour 1 heure, c'est ça, puis après ça, part. Ou des fois, il y a quelqu'un qui peut venir faire une œuvre sur plusieurs rencontres. Ça, c'est possible. Je commence quelque chose, puis Oui, je confirme que j'ai fait ça. ouais. Mais merci Ouais. beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. Puis Ça fait plaisir. c'est toujours un plaisir de te voir et je vais continuer. Je suis en rémission, je suis guérie. Maintenant, on dit plus guérir. Mais je Ouais. continue. Je crois qu'avec la Fondation, on a le droit à 1 an. Parce que Ouais. c'est bénévole, c'est gratuit, là. Ouais. Fait que, Ben moi, je suis pas bénévole, mais oui, non, c'est c'est toi qui l'atelier es gratuit l'atelier pour les gratuit. usagers, C'est pour ça. les gens qui viennent à l'hôtellerie pendant leur traitement, puis aussi pour des gens de l'externe qui aimeraient venir en art-thérapie. Exactement. Exactement. Ouais, Alors, ouais. tu vas me voir encore pour quelques mois. Après ça, mais on gardera le contact. Je ne sais pas comment. On se trouvera bien une façon de garder le contact. Merci beaucoup, Merci, Véronique Bérard. merci de ton Puis, invitation. et je dis à ceux qui nous écoutent actuellement, qui nous écouteront en rattrapage, que l'enregistrement va être sur YouTube et sur Spotify. Merci beaucoup. Bien.